Merci, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs. Bon, je vais essayer d'être rapide dans mon propos liminaire de manière à ne pas vous faire subir d'abord de longs palabres et puis répondre surtout à vos questions qui me paraissent plus pertinentes que ce que je peux avoir à vous dire. Il reste que le thème que vous évoquez est un thème essentiel, l'indépendance énergétique, et par conséquent, la situation actuelle ne le rend que plus sensible. J'avais envie de vous donner quelques visions, mon point de vue, de ce qu'a été et ce qu'est devenu l'énergie, enfin l'électricité française. Pourquoi et comment nous sommes devenus un grand énergéticien et pourquoi la France a eu cette indépendance dont elle a bien bénéficié pendant des années et comment on en est arrivé à la situation actuelle. Au fond, c'est cette perspective-là que je voudrais tracer devant vous avant de répondre à vos questions sur l'action que j'ai menée ou sur les sujets divers que vous aurez à traiter. Pour ce qui me concerne, j'ai été administrateur indépendant d'EDF de 2005 à 2009. J'étais à l'époque président de Veolia, grande entreprise privée de délégation de services publics. Je ne sais pas si ça a eu un impact sur le choix de ma personne. J'ai l'impression que oui. Et c'est comme ça que j'arrive en fin 2009, en novembre 2009, à la tête d'EDF. Formidable entreprise, dont je rappelle qu'à l'époque, elle était au CAC 40, une des grandes valeurs françaises du CAC 40, qu'elle était accessoirement l'entreprise préférée des Français, et qu'elle était dans le monde entier connue pour sa pertinence et son efficacité. J'étais donc très fier d'arriver à la tête de cette formidable entreprise, de à peu près 80 milliards, 97 milliards de chiffre d'affaires, et dont les caractéristiques financières, on pourra les rappeler tout à l'heure, étaient très satisfaisantes. J'avais la fierté de prendre la responsabilité d'une entreprise dont je pensais que c'était une entreprise de service public. Elle était identifiée comme telle partout dans le monde. C'était le premier opérateur européen, probablement mondial, si on accepte la Chine, dont les contours des opérateurs, et plusieurs opérateurs d'ailleurs, ne sont pas faciles à cerner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'EDF ? Quelle est cette entreprise EDF ? Elle a été le résultat d'une formidable aventure, mais surtout d'une vision et d'une volonté. Celle d'un gouvernement qui, en 1945-46, puisque c'est la date de création d'EDF, a considéré que l'énergie, et donc l'électricité, était un élément essentiel de la vie économique, et qu'il était donc important de la considérer comme stratégique. Ce gouvernement-là a pris conscience du fait que la France n'avait pas beaucoup de matières premières, avait peu de gaz, pratiquement pas, peu de charbon par rapport à ses voisins, et que par conséquent, elle était totalement dépendante de ses importations en matière d'électricité, en matière d'énergie en général, d'électricité en particulier. Et elle s'est lancée, le gouvernement de l'époque s'est lancé 3 défis majeurs. Le défi de l'indépendance énergétique, le défi de la compétitivité du territoire, et parce qu'à l'époque, le gouvernement était une alliance entre les gaullistes et les communistes, le défi du service public de l'électricité. Pour concevoir un service public accessible à tous et que tous les Français, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit le lieu de résidence sur le territoire, en France métropolitaine ou outre-mer, avaient droit à l'électricité de la même qualité, au même prix. C'était donc un défi incroyablement exigeant. Il était entrepris, adossé à un choix technologique clair, l'hydraulique et le nucléaire, qui ont conduit à des errements, parce que c'est vrai que quand on parle du nucléaire, il y a eu des phases de choix technologiques dont je ne rappellerai pas le détail, mais on est parti avec des choix technologiques qui ont évolué dans le temps. Toujours est-il qu'il y a eu une continuité, une vision à long terme et une volonté claire d'aboutir, et c'est ça qui a donné naissance à cette aventure industrielle. Et puis, évidemment, avec une filière comprenant un outil pour la recherche, qui était le CEA,
Et puis 2 entreprises adossées à EDF, qui étaient Framatome et Cogema, l'une pour la partie industrielle de fabrication, l'autre pour la partie retraitement. Et donc c'est cet ensemble qui constitue la filière nucléaire française. EDF a été considéré comme étant l'architecte ensemblier de l'ensemble et l'opérateur du service public de l'électricité. Système, j'insisterai là-dessus, intégré, cohérent et optimisé, comprenant la production, le transport, la distribution, au travers d'RTE pour le transport et de ce qui est devenu Enedis, qui était autrefois EDF pour la distribution. Un 4e défi a été relevé sans que même on s'en rende compte, c'était celui des émissions de gaz à effet de serre, qui n'était pas une préoccupation en 1946, qui est devenue de fait une préoccupation beaucoup plus moderne. Il reste que 4 défis quasi impossibles à tenir dans la France de 1946. Au début du XXIe siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, 2,5 fois moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 4 paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Pourquoi ? Comment ? Puisqu'on est arrivé à l'asymptote, comment est-ce qu'on arrive à la situation actuelle ? Et c'est ça que je voudrais évoquer aussi devant vous aujourd'hui. Moi, je vois 2 acteurs principaux. L'Europe et le gouvernement français. On peut en discuter. L'Europe. Alors, l'Europe, toute la réglementation européenne depuis 10 ans n'a comme conséquence que la désintégration de l'entreprise EDF. Cette Europe qui a pris comme axe idéologique quasi unique la concurrence, qui bien sûr fait le bonheur des peuples. Bon. On voit ce que ça donne en matière d'énergie. Et qui s'est traduit comment en termes concrets pour l'entreprise EDF. Moi, quand j'arrive à la tête de cette maison, on ne me parle que d'une chose, traumatisme absolu, la mise en concurrence des barrages. Formidable idée. Un barrage étant essentiellement un outil d'optimisation du système électrique, puisqu'il est la seule pile à combustible intelligente et efficace qu'on ait aujourd'hui. Un barrage sert d'abord à stocker, beaucoup plus qu'à produire. Donc la mise en concurrence consistait à supprimer le stockage. C'est génial. Et on voyait débarquer sur nos sites des Canadiens, des Allemands, des Russes, des Chinois, enfin tout le monde allait visiter les barrages. Alors, il se trouve que les barrages appartiennent à l'État et sont gérés par EDF. Bon, l'État avait envisagé d'obéir à la doctrine européenne et de mettre en concurrence les barrages. Je me suis battu, évidemment, avec l'ensemble de l'entreprise. Rien n'a été conclu, mais rien n'est réglé. On reste en lévitation. On sait pas. La règle européenne existe toujours. On ne l'a pas encore respectée. On sera sanctionné, sans doute. La deuxième loi géniale, c'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à EDF la vente à prix cassé, puisqu'inférieur au coût de revient de 25% de sa production électronucléaire, à ses propres concurrents, pour qu'ils puissent vendre son énergie, à l'heure, aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné, ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue. Bon. Je l'ai dénoncé pendant des années, avec l'efficacité que vous voyez. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi ? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'en utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Alors je ferai une petite parenthèse qui est politiquement encore plus incorrecte, c'est que l'Allemagne, disons-le franchement, a, depuis la création de la Bundesrepublik, choisi l'industrie comme axe majeur de son économie, a choisi
l'os politique pour son développement. C'est clair, et c'est cohérent d'ailleurs pour ce pays qu'est l'Allemagne. Au moment où il fallait... les Allemands ont compris leur problématique énergétique et ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energiewende, la transition allemande. Ils ont inventé le mot avant nous, qui s'est transformée en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands, quasi en ruine, que ce soit les deux grands, Weber et Hervé, se sont pratiquement ruinés. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour vendre notre propre filiale allemande aux Allemands avant qu'il soit trop tard. Donc je l'ai très très bien vendu pour 7 milliards d'euros, ce qui m'a valu un procès que j'ai gagné quand même. Enfin, de toute façon. Mais les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, ruinés totalement. Et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Et pour couronner le tout, il fallait évidemment séparer les réseaux de distribution et de transport du reste, c'est-à-dire que EDF aujourd'hui est une espèce d'Autriche-Hongrie rabougrie, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a eu un empire et puis il y a une société qui est un producteur d'énergie électrique qui n'a plus accès à ses clients, dont son optimisation dépend d'une société RTE qui est en lévitation, avec laquelle elle n'a plus de rapport possible, puisqu'il est interdit de s'en occuper. Et tout ça va dans le sens de la désoptimisation totale du système auquel nous avons droit aujourd'hui. Le deuxième acteur quand même du paysage, c'est la politique nationale française. Bon, là, je serai très très respectueux, mais enfin, vous connaissez le sujet bien mieux que moi. On a assisté à la recherche pathétique d'un accord électoral avec un parti antinucléaire dont la seule doctrine était celle-là. Alors, on en voit les prémices dès 1997-1998 avec l'abandon des réacteurs à neutrons rapides. C'est la première, je dirais, infraction dans le système qui remettait en cause la logique du système nucléaire français. Ensuite, il y a eu évidemment Fukushima et la formidable opération médiatique autour de Fukushima, les 20 000 morts de Fukushima qui n'ont jamais existé, puisqu'on a confondu le tsunami et l'accident. Et puis l'apogée quand même, puisqu'il y a toujours une apogée, c'est quand même la campagne de 2012, avec son cortège de joyeuseté. La fermeture envisagée et annoncée de 28 réacteurs nucléaires, bon, rien que ça. Et puis qui s'est transformé progressivement parce qu'il fallait quand même trouver une sortie par l'engagement sur la fermeture de Fessenheim. Bon, mais l'engagement de baisser à 50% la production électronucléaire française, enfin la part du nucléaire dans les besoins électriques. Alors mieux que ça, parce que j'ai assisté, évidemment, les bras avec beaucoup de désespoir à la mise au point d'une théorie absurde qui m'a été imposée à l'époque avec beaucoup d'insistance par les pouvoirs publics, qui était la théorie de la décroissance électrique. Il était de bon ton d'accepter l'idée de gré ou de force qu'il fallait considérer que la demande électrique allait baisser en France. Et que par conséquent, le nucléaire était surpuissant et qu'il fallait en diminuer la puissance. Alors, tout ça a eu comme conséquence d'abord la baisse des efforts de recherche, évidemment le désalignement des stratégies des entreprises dépendantes de l'État, c'est-à-dire CEA, Areva et EDF, qui ont été mus par des courants divergents, avec comme corollaire l'affaiblissement évidemment global du système et, j'allais le dire presque anecdotiquement, mais c'est essentiel, les difficultés de recrutement qu'on a connues, c'est-à-dire que dans ce paysage où le nucléaire était considéré comme infâme
et où il fallait absolument considérer qu'il n'y avait pas d'avenir au nucléaire. Comment voulez-vous recruter des gens compétents ? Le nucléaire avait disposé des meilleures compétences possibles dans ce pays qui sait fabriquer des engins à très haut niveau. Mais je dois considérer, je vous demande de m'en excuser, qu'EDF ne surpaye pas ses collaborateurs de très bon niveau. Ils sont normalement payés, mais pas surrémunérés. Donc les différentiels de rémunération entre l'industrie et la finance sont devenus gigantesques. Entre l'industrie privée et EDF, l'écart s'est encore creusé. Et pour finir, on vous dit, vous n'avez pas d'avenir et vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Évidemment, c'est très attractif. Et donc, on a depuis 10 ans une panne de recrutement de gens de qualité qui va se sentir aujourd'hui quand, par un hasard extraordinaire, on veut relancer le nucléaire. Voilà la situation. Alors, rien n'est jamais désespéré, mais les choses ont été très, très, très abîmées. Je considère que le constat aujourd'hui est facile, parce que quelques événements extérieurs ont fait qu'il s'impose à nous assez naturellement, alors qu'on le voyait depuis des années et que je l'ai dénoncé depuis très longtemps. Et face à ce constat, que faire pour redresser la situation ? On va y venir. Moi, je pense qu'il faut se consacrer à des sujets prioritaires et à des actions prioritaires. La réflexion est faite. C'est l'action qui doit aujourd'hui être menée. Si j'osais, je vous dirais, donnez donc la priorité au développement de l'hydraulique. Il y a encore des opportunités d'accélérer dans l'hydraulique en France. Pourquoi hésiter ? Pourquoi attendre ? Et puis, faisons ce qu'il faut pour sécuriser le prolongement de la durée de vie du parc nucléaire existant. Si on faisait l'un et l'autre, on pourrait progressivement redresser la barre et se donner le temps de relancer le nucléaire, parce qu'il faudra 10 à 15 ans pour relancer le nouveau nucléaire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, Monsieur le Président, sans détour, quelques explications sur ce que j'ai vécu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces propos très clairs et compréhensibles de tous. J'aurais